Cinquième chapitre, 1810-1811, deuxième partie. La retraite continua encore pendant 4 jours par cette même route, puis on prit la route de Guarda car Masséna voulait, disait-on, nous conduire dans les environs de Coria et d'Alcantara pour nous refaire. Les maréchaux, d'après les bruits qui nous arrivèrent aux oreilles, n'étaient pas d'accord sur ce mouvement. Nous étions depuis quelques jours à Guarda et dans les environs où nous faisions des provisions de pommes de terre, comptant séjourner assez longtemps, lorsqu'une nuit une surprise se produisit. Le 69e était à Rivina, assez gros village où était établi le quartier général du commandant en chef. Nous dormions profondément lorsque des cris d'alarme poussés par des hommes échappés des avant-postes vinrent nous réveiller. Heureusement, nos soldats comptaient plus sur eux-mêmes que sur la vigilance du chef de l'armée qui n'était informé de rien. Pendant cette retraite, ils étaient habitués à prendre le repos, le sac et la giberne sur le dos et le fusil dans le bras, et ils ne s'écartaient jamais. Aussi furent-ils prêts au premier coup de baguette et en état de faire face aux Anglais qui débouchaient de tous les côtés. Néanmoins, à un certain moment, une compagnie d'Anglais pénétra dans le village à une portée de fusil de Masséna, qui se mettait en selle avec sa divinité à demi vêtue. Ils n'eurent que le temps de s'enfuir au galop pendant que les hussards chargeaient les Anglais qui évacuèrent la localité. Au point du jour, l'attaque était repoussée. Mais Masséna, encore sous le coup de l'émotion causée par la crainte de se voir ravir sa concubine, prit la résolution de rentrer immédiatement en Espagne par Ciudad Rodrigo. Nous arrivâmes dans cette ville avec autant de joie que si nous fussions rentrés en France. Le maréchal Ney nous quitta et partit pour Paris. Nous pûmes au moins nous procurer quelques douceurs avec l'argent et causer avec des habitants, plaisir dont nous étions privés depuis plus de 7 mois. Chacun fut ravi de retrouver les charmantes Espagnoles qui nous accueillirent avec joie. La ville avait été bien approvisionnée pendant notre absence et elle put nous fournir des vivres pendant plusieurs jours. Mais les ressources s'épuisant, nous vînmes jusqu'à Salamanque où nous trouvâmes nos 4 bataillons. 15 jours de repos dans la ville suffirent pour nous remettre. Les renforts amenés par les 4 bataillons portèrent les effectifs à un chiffre bien plus élevé qu'avant notre entrée au Portugal. Notre cavalerie, surtout, était nombreuse et magnifique. Le gros de l'armée anglaise avait pris position entre Almeida et Rodrigo et tenait ces 2 places étroitement bloquées. Il fut décidé qu'on marcherait de nouveau sur Almeida et qu'on livrerait bataille si l'ennemi nous attendait. Quelques bataillons de jeunes gardes qui étaient à Valladolid vinrent se joindre à nous, et le 1er mai, notre armée se trouva en face de Lord Wellington qui avait abandonné la plaine pour se porter dans la montagne. Il ignorait évidemment le renfort reçu par notre infanterie et notre cavalerie, car s'il en eût été instruit, il ne nous eût pas attendus. Par extraordinaire, et probablement sur les conseils des autres généraux, Masséna fit pendant les journées des 2 et 3 mai des manœuvres sages et habiles, tourna les positions de l'ennemi et parvint le 4 au soir sans avoir perdu un seul homme à acculer l'ennemi à la place d'Almeida, où se trouvait une garnison de 1200 hommes et dont les murs avaient été remis en état. Tous nos soldats étaient joyeux de voir l'ennemi décidé à livrer bataille, et ils attendaient avec impatience le moment d'attaquer. Dans la nuit du 4 au 5, craignant que l'ennemi ne se dérobât, plusieurs hommes de mon bataillon se relevèrent pour aller demander aux sentinelles avancées si elles n'entendaient pas faire de mouvements rétrogrades. L'un d'eux que j'interrogeais me dit « Nous tenons les godems cette fois, et on devrait commencer le bal de grand matin afin de faire une meilleure journée. » Et c'étaient des hommes privés de pain et de viande depuis plusieurs jours qui parlaient ainsi. Note. Les sans-culottes est le surnom donné par les soldats français aux soldats écossais porteurs de kilt. Nous ne commençâmes nos mouvements que vers 5h30 du matin, et la division vint se ranger devant un petit village nommé Pozzobello. Le 6e léger tenait la droite de la brigade qui était en première ligne, le 69e à gauche et légèrement en arrière. Vers les 6h30, l'ordre fut donné de se porter en avant, et j'entends encore les hurlements joyeux poussés par nos soldats qui criaient si fort que, par moments, on n'entendait plus le canon. Le village fut enlevé en un clin d'œil, et nous poussâmes rondement vers Fuentes d'Onoro. Les sans-culottes qui se trouvaient vis-à-vis du 69e étaient bien étonnés. Ils croyaient nos soldats faibles comme les pauvres malades qu'ils avaient fait prisonniers pendant la retraite, et au lieu de cela, ils voyaient de vigoureux gaillards qui leur allongeaient des coups de baïonnette qu'ils ne pouvaient parer. On leur avait fait croire que des enfants de 18 ans étaient venus remplacer les morts, et ils n'apercevaient avec stupeur que de vieilles moustaches rébarbatives.
Le général Montbrun, qui commandait notre cavalerie, saisit le moment où un certain ébranlement se manifestait dans les masses anglaises, les fit charger à fond, traversa 3 divisions qui se jetèrent à plat ventre. La confusion se mit dans l'armée ennemie. Sa réserve battait en retraite au lieu d'avancer et le quart de nos troupes n'avait pas encore donné. Tout à coup, la canonnade et la fusillade se ralentirent. Chacun se demandait ce que cela signifiait. « C'est dommage », disaient nos voltigeurs. « Cela allait si bien, et voilà encore les Godems qui vont échapper ». On attribua ce ralentissement à une lettre reçue au cours de la bataille par Masséna et dans laquelle l'empereur, instruit de sa conduite, le rappelait à Paris et lui ordonnait de remettre le commandement au maréchal Marmont. Quelle qu'en soit la raison, le résultat de cette journée, qui devait être brillante pour nous et réparer les fautes commises par Masséna, se réduisit à 1500 prisonniers et à un nombre égal de tués et de blessés. Tandis qu'en continuant l'affaire, l'armée anglaise était rejetée sous le canon d'Almeida avec obligation de passer ensuite d'étroits défilés et de franchir le Quoy sur un seul pont. Cette armée eût été détruite. Au lieu de cela, elle se retira à quelque distance et, à l'exemple des légionnaires romains, entoura son camp de retranchement. Le soir même, on demanda 3 soldats de bonne volonté pour aller porter, à travers l'armée ennemie, des ordres au général Brenier, gouverneur d'Almeida. Il s'en présenta un grand nombre, et un officier de l'état-major fit tirer au sort. Un soldat de la brigade, le chasseur Tillet du 6e léger, fut au nombre de ceux que le sort favorisa, et il partit simplement avec 2 pistolets chargés que lui donna son colonel. Le 7 mai, le duc de Raguse nous passa en revue, et nous espérions que le bal recommencerait le lendemain. Dans la nuit, une explosion sourde réveilla la plupart de nous. Nous sûmes ainsi que l'un de nos émissaires, au moins, avait réussi à entrer dans Almeida. C'était Tillet qui, nous l'apprîmes après, avait remis l'ordre au gouverneur. Ce dernier fit sauter les remparts, enfonça la ligne anglaise d'investissement et vint nous rejoindre. Le colonel anglais Bivans, qui commandait de ce côté, se brûla la cervelle de désespoir. Tillet revint avec la garnison d'Almeida, et vous devez penser comment il fut accueilli. La croix de l'ordre de la Légion d'honneur fut demandée pour lui. Les Anglais, n'espérant pas remporter quelque avantage sur l'armée qui se trouvait en face d'eux, rentrèrent en Portugal pour se diriger ensuite sur Badajoz, ville forte de l'Estramadure. Le régiment revint à Salamanque pour se réapprovisionner, et nous y passâmes une dizaine de jours. Je fus logé chez Dom Martel, chanoine de la cathédrale, et je fis prompte connaissance avec la charmante nièce de mon hôte. Donia Simforosa n'était pas extrêmement jolie, mais un œil vif et spirituel la rendait aimable. Elle avait une grande amie, mariée à un fort brave homme, mais un peu simple. Le lieutenant Labette, le plus bel homme du bataillon, était logé chez eux, et le mari était assez naïf pour confier sa femme au lieutenant qui l'emmenait promener à la campagne. Nous nous rencontrions tous les 4 dans une auberge nommée la Pescadoria, où l'on mangeait d'excellentes fritures, et nous y avons passé d'agréables moments, mais hélas trop courts. Le 4 juin, je fus nommé lieutenant dans ma compagnie, et ce même jour, l'armée se mit en marche pour l'Estramadure afin de faire lever le siège de Badajoz. Le soldat avait 15 jours de galette sur le dos, avec recommandation de bien l'aménager. Le maréchal Marmont, espérant surprendre quelques troupes ennemies dans les environs de Ciudad Rodrigo, détacha de ce côté notre division, que commandait alors le général Foy. Pour la dernière fois, nous allâmes de ce côté jusqu'aux frontières de Portugal, où nous surprîmes quelques postes de cavalerie. Nous revînmes de suite prendre le sentier de Miranda de Castanos, à travers la montagne. Ce chemin n'était praticable que pour des hommes, et il fallut abandonner toutes les voitures. Ce n'était que rochers affreux, forêts de châtaigniers, mais on trouvait malgré cela d'excellents vins. Nous rejoignîmes l'armée à la petite ville de Malpartida, à 2 lieues de Palencia. Nous y bivouacâmes 2 jours par une chaleur excessive, ayant pour toute distraction d'aller le soir contempler la comète qui paraissait alors. Que de choses ne disions-nous pas à son sujet. À partir de ce moment, nous fîmes de grandes journées. Nous n'avions point de repos. Nous marchions nuit et jour. Quelques soldats, harassés, moururent subitement. D'autres, notamment un caporal du 6e léger, se fusillèrent. Mais, chose étonnante, aucune de ces misères n'atteignit le 69e. Malgré la faim et la soif, malgré la fatigue, aucun homme ne restait en arrière. Personne ne songeait à attenter à ses jours. Nous passâmes à Truxillo, que nos soldats appelèrent la ville aux cigognes, vu la grande quantité de ces oiseaux qui nichent sur les édifices. On espérait y trouver quelques vivres, mais il n'y avait rien. Quand on rencontrait quelques fontaines sur la route, elle était immédiatement desséchée. Les soldats se précipitaient et ne regardaient ni à la boue, ni aux crapauds, lézards ou sangsues qui pouvaient s'y trouver. Quelquefois, l'eau était infecte, mais rien n'empêchait les soldats d'étancher leur soif. Plusieurs hommes avalèrent des sangsues qui s'attachèrent à leur gorge et dont ils ne purent se débarrasser que par l'effet de l'émétique.
Nous traversâmes aussi la petite ville de Medellina, et au moment où nous espérions nous venger de nos peines sur les Anglais, nous apprîmes que ces messieurs, qui avaient perdu beaucoup de monde dans plusieurs assauts, venaient de lever le siège de Badajoz. Pendant que l'on réparait les brèches des murs de la place, le régiment allait occuper le Pueblo Montiro, petit village fort propre. Les hommes furent incontinents employés à moissonner, et peu de jours après, nous étions remis de nos fatigues. Le village renfermait quantité de petites fèves qu'on appelle gourganes, et de gros poirons que les Espagnols nomment garbanzos. Nos soldats en firent de si bonnes ripailles qu'ils oublièrent facilement leur privation, et baptisèrent le village du nom de village aux gourganes. Nous revînmes à Truxillo. Jamais nous n'avions encore éprouvé de chaleur aussi forte que pendant ces 6 premiers jours d'août. À la première étape, la plupart des bœufs et cochons du parc de bestiaux crevèrent, et les chiens ne pouvaient plus poser les pattes sur les cailloux sans pousser des hurlements que les brûlures leur arrachaient. La veille de notre entrée en ville, nous apprîmes que notre colonel Frérion venait de recevoir son brevet de général et passait dans une autre brigade. Bien que nous fussions heureux de voir ce brave officier recevoir une récompense dont il était digne, ce n'est pas sans une douleur profonde que nous perdîmes un pareil chef. Avant de rejoindre son poste, le nouveau général passa une dernière revue du régiment à la sortie de la ville. Les soldats le saluèrent de leurs acclamations et de la correction et de la perfection de leur maniement d'armes. Humble mais inestimable hommage que le pauvre soldat rend au chef qu'il a appris à respecter et à aimer. Bientôt, les vivres recommencèrent à manquer, et il fallut chaque jour envoyer un détachement chercher des grains. Encore n'en distribuait-on que le quart, ce qui fit que les soldats appelèrent le général Foy le général au quart. Soit résultat des fatigues, soit par le fait de l'eau détestable que l'on était obligé de boire, une épidémie terrible de fièvre s'abattit sur l'armée. Il y avait de 800 à 900 malades par régiment. Mon bataillon fut envoyé à Saray Seco, village sur la route d'Almaraz, à 2 lieues de Truxillo, et en quelques jours, nous eûmes 400 fiévreux sur 500 soldats et 23 officiers malades sur 24. Peu de monde mourait, fort heureusement, mais nous étions fort mal, couchés sur de mauvais grabats, n'ayant d'autre nourriture que des fèves sèches, du pain détestable et dans l'impossibilité de nous procurer du vin ou une nourriture réconfortante. J'avais été épargné par l'épidémie lorsque le 28 août, mon petit domestique et moi fûmes atteints par cette maudite fièvre qui nous dura 7 mois. En dépit des soins les plus assidus de notre chirurgien-major, malgré la quantité de quinquina que nous prîmes, elle ne nous lâcha pas. Elle quittait quelques jours, puis revenait. Combien de fois, couché au milieu des plaines les plus arides par un soleil ardent, mourant de soif, n'ayant pas une goutte d'eau malgré le dévouement et l'empressement de mes hommes, éprouvant le contraire pendant des nuits aussi froides que la journée avait été chaude, trempé de sueur, obligé de remettre les chemises mouillées de la veille, combien de fois ai-je désiré qu'une balle ou un boulet vienne mettre fin à une existence aussi pénible. De pareilles tortures ne peuvent être comprises que par ceux qui les ont endurées. Nous quittâmes enfin cet endroit maudit. Tous les convalescents furent envoyés pour se refaire dans le bourg de Garandia, au pied du Porto Pico. Des vivres frais et excellents leur étaient distribués, et chaque homme recevait tous les jours une bouteille de bon vin. La brigade vint à Monte Hermoso. Ma compagnie, qui comptait 70 hommes, n'en avait pas 8 pour faire le service. Cependant, on ramassa les plus valides, et nous marchâmes à travers les gorges de Coria pour surprendre les Anglais qui s'étaient portés sur Rodrigo. Ce fut peine perdue, car nous trouvâmes leur camp vide. Le duc de Raguse fit porter le régiment sur Tolède afin de prendre des rafraîchissements dont nous avions le plus grand besoin. Mais c'était comme une gageure. Il nous était dû 25 mois de solde et on nous ne donnait que de faibles acomptes, alors que l'argent nous eût été d'une grande utilité à Tolède où l'on trouvait tout ce qu'on pouvait désirer. Alors, les fièvres devinrent mortelles. Quantité d'hommes entraient dans les hôpitaux et n'en ressortaient pas. Le régiment fut envoyé à Mazarambros, bourg limitrophe de la province de la Manche, dans un pays extrêmement fertile en grains et en vin. On s'aperçut, 15 jours après, que la double ration de vin était un remède souverain. On distribua largement le jus de la vigne, et les trognes vermeilles réapparurent. Quant à moi, rien ne pouvait me remettre. Tous les jours, et à la même heure, un frisson terrible s'emparait de moi, et une fièvre ardente me tenait quelquefois 14 heures. Quel dommage! Logé chez d'excellentes gens, soigné par de charmantes demoiselles, j'étais toujours servi par Doña Christiana, qui était aussi belle qu'aimable, et qui languissait d'amour. Fallait-il ne pouvoir que faiblement lui prouver ma reconnaissance?
En fin décembre, l'ordre arriva pour la division de marcher sur la route de Murcie sur Valence, que le maréchal Suchet assiégeait. Nous pensions faire une route agréable dans un beau pays, mais les agents de l'insurrection espagnole avaient dit partout que les soldats de l'armée de Portugal étaient indisciplinés, pillards, tuant tout le monde, y compris les enfants, de sorte que nous ne trouvâmes personne, même dans les grandes villes. Les soldats purent néanmoins se procurer des vivres dans les maisons, et ce fut heureux pour les bourgeois, car la dévastation fut moindre. Nous ne nous figurions plus être en Espagne tellement la propreté et l'élégance contrastaient avec ce que nous avions vu jusque-là. Le 31 décembre, nous étions près de Toboso, village que Don Quichotte a rendu si célèbre, et nous devions cantonner dans un bourg à 7 lieues de la localité où se rendait le régiment. Le bataillon ne partit que fort tard à cause de la distribution des vivres, et vers les 4 heures du soir, nous n'avions plus que 9 lieues à faire. Notre guide ne connaissait plus sa route, car la neige tombait en abondance depuis 9 heures du matin, couvrant les chemins de traverse que nous suivions. Bien que nous fussions en marche depuis 9 heures du matin, nous n'avions encore fait aucune halte, de peur de nous retarder. À 4h30, la nuit nous prit tout à fait, et bientôt nous fûmes dans les champs par un froid excessif, ne sachant plus où nous étions. Notre guide avait complètement perdu la tête, on n'entendait aucun bruit, et la nuit était si obscure qu'on ne se voyait pas à 2 pas. Les hommes étaient très fatigués de cette marche à travers un pied de neige, et l'on fut obligé de faire prendre successivement la tête à chaque compagnie pour frayer la route. Il était 2 heures du matin quand nous arrivâmes au village de Lugar Nuevo. Il y avait bien 4 pieds de neige amoncelés par les vents dans les rues, et les habitants, enfermés dans les maisons, refusaient par terreur de nous ouvrir. Il fallut enfoncer les portes, mais lorsqu'ils furent revenus de leur frayeur, les villageois nous traitèrent fort bien. Plusieurs soldats eurent les pieds gelés, et le lendemain, à l'appel, il fut reconnu qu'il manquait 4 hommes dont nous retrouvâmes les cadavres gelés à quelque distance du village. L'année 1812 s'annonçait assez tristement pour nous, et ce fut sans joie que les officiers du bataillon se souhaitèrent la bonne année.